Bonjour et bienvenue. Pour notre tentative de déterminer qui a tué Kennedy, je vous propose de commencer par l'une des théories les plus amusantes, la Dame en rouge. Quand on regarde le film de Zapruder, on voit sur le trajet de la voiture du président une dame qui porte un grand manteau rouge. Or, ce manteau rouge n'existe pas en 1963. Il faudra attendre encore 5 ans avant de pouvoir se le procurer aux États-Unis. Comment est-ce possible ? Certains se sont empressés de conclure que cette femme venait du futur. On est 1 an après la crise des missiles de Cuba, où Kennedy a failli déclencher la Troisième Guerre mondiale. Et si c'était une sorte de Terminator venu pour empêcher le président de déclencher la Troisième Guerre mondiale? Bon, malheureusement, l'explication est beaucoup moins rock'n'roll. Cette femme avait elle-même dessiné son manteau. Elle voulait le commercialiser. Elle a fait exprès de se trouver sur la trajectoire de la voiture du président, non pas pour le président, mais pour sa femme, Jackie Kennedy, qui était une grande amatrice de mode. Elle s'était dit un peu naïvement que si Jackie Kennedy apercevait ce manteau et le trouvait sympathique, elle l'aiderait à le commercialiser. Et puis bon, Jackie a eu autre chose à faire évidemment, et il lui a fallu au moins 5 ans pour réussir à faire vendre son manteau. C'est dommage, c'était une histoire assez intéressante. Une autre théorie un peu fantaisiste concerne l'homme au parapluie. Lorsque le président sort de derrière le panneau, on voit un parapluie s'ouvrir. Or, ce jour-là, à Dallas, il ne pleut pas. De toutes les images d'archives qu'on a de Dallas ce jour-là, personne d'autre ne porte un parapluie. Or, ce parapluie s'ouvre exactement au moment où Kennedy passe devant lui. Et si c'était un signal envoyé au tireur? Ou mieux, et si ce parapluie dissimulait une arme qui aurait permis de tirer sur le président directement? Là encore, l'explication est un peu décevante pour les amateurs de complot. L'homme au parapluie, Louis Stephen Witt, de son vrai nom, a bel et bien fait exprès de se trouver sur le trajet de la voiture du président avec un parapluie, et il a bel et bien fait exprès d'ouvrir son parapluie juste au moment où le président passait devant lui. Mais ce n'est pas un signe envoyé au tireur. C'est un signe de protestation contre la politique de Kennedy. On l'appelle appeasement, c'est-à-dire une diplomatie à outrance plutôt qu'une belligérance très forte. Alors c'est un peu amusant quand on sait qu'on est 1 an après la crise des missiles de Cuba, mais beaucoup considéraient Kennedy comme un peu mou dans sa politique étrangère. Et donc, il était associé à cette politique qui avait été lancée par Chamberlain, le Premier ministre anglais, aux accords de Munich en 1938. Or, Chamberlain avait comme accessoire un parapluie dont il ne se départissait jamais. Le parapluie a donc été associé à Chamberlain, puis à la politique de l'appeasement. En termes un peu cavaliers, ça revenait à accuser le président d'être une mauviette. Ça paraît un peu bizarre, mais pour les hommes politiques de l'époque, ça ne l'était pas. Richard Nixon, qui a été battu donc par Kennedy en 1960, et qui était le vice-président d'Eisenhower de 1952 à 1960, interdisait à tous ses collaborateurs d'avoir un parapluie quand ils pouvaient être aperçus avec lui. Il ne voulait absolument pas être associé à cette politique de l'appeasement. Oublions la Dame en rouge et l'homme au parapluie et intéressons-nous au principal suspect, Lee Harvey Oswald, le coupable idéal. Lee Harvey Oswald est un ancien marine. Il a été formé comme tireur d'élite. Pas un des meilleurs, mais il a été formé comme tireur d'élite. Il a une femme russe et il a tenté de renoncer à la nationalité américaine pour devenir russe. Ça n'a pas fonctionné. 3 semaines avant l'assassinat, il était à l'ambassade russe au Mexique. C'est donc un coupable idéal, communiste. En plus, au mois d'avril 1963, il a déjà tenté d'assassiner quelqu'un, le général Edwin Walker. Alors ce qui est curieux, c'est que le général Edwin Walker n'a pas du tout les mêmes options politiques que Kennedy. C'est même un ennemi politique de Kennedy. C'est un peu étrange que la même personne ait voulu assassiner l'un et l'autre. Il n'est pas impossible que Lee Harvey Oswald ait été impliqué d'une façon ou d'une autre dans l'assassinat de Kennedy, mais il est assez peu vraisemblable qu'il ait tiré la balle fatale. Déjà, si on regarde à nouveau les lieux où l'assassinat s'est déroulé,
on constate qu'il a attendu que la voiture s'éloigne pour commencer à tirer à travers le feuillage des arbres. Il aurait été beaucoup plus simple de tirer sur la voiture au moment où elle approchait du bâtiment ou quand elle tournait juste au pied du dépôt de livres. Par ailleurs, Oswald n'a pas pu tirer plus de 2 balles. Alors on a retrouvé 3 douilles, certes, mais vous vous souvenez peut-être comment Jesse Ventura a eu du mal à charger la première balle. La deuxième, ça va un peu mieux, mais la première a beaucoup de mal à s'engager. Ce que faisaient les tireurs à l'époque, c'est qu'ils engageaient la première balle tranquillement chez eux, tiraient un coup dans un sac de sable et laissaient la douille engagée dans le canon. Une fois arrivés sur le lieu de leur mission, ils éjectaient la douille vide pour pouvoir engager la deuxième balle. Vous l'avez vu comme moi, la deuxième s'engage un peu plus facilement que la première. Et donc, à mon sens, 3 douilles, ça veut dire 2 balles. Oswald aurait éjecté la douille vide avant d'engager la première balle qu'il a tirée, puis la deuxième. La balle fatale ne pouvait pas provenir de l'arme d'Oswald. Mais alors, qui d'autre ? Première hypothèse évidente, c'est la CIA. Vous vous souvenez que la CIA a dissimulé des preuves essentielles à la commission Warren. Par ailleurs, on est 2 ans après la tentative d'invasion de la baie des Cochons, et les relations entre Kennedy et la CIA sont absolument exécrables. Le bruit court qu'il envisageait même de dissoudre cette agence. L'assassinat est peut-être une façon pour l'agence de se défendre. La deuxième hypothèse, c'est le FBI. Lee Harvey Oswald faisait l'objet d'une surveillance rapprochée du FBI. Or, l'agence a oublié de signaler au service secret la présence d'un tireur d'élite pro-russe ayant déjà tenté d'assassiner quelqu'un sur le trajet de la limousine présidentielle. En outre, le directeur du FBI, John Edgar Hoover, déteste Kennedy. La troisième hypothèse, c'est la mafia. Pas moins de 3 groupes de mafia, dont la mafia de Chicago, ont revendiqué l'assassinat de Kennedy. Jusqu'à présent, il y avait une sorte de status quo. L'État laissait la mafia un petit peu tranquille tant que l'ordre public n'était pas troublé. Les frères Kennedy, le président John Fitzgerald et son petit frère Robert, qui était ministre de la Justice, ont décidé de s'attaquer aux agissements de la mafia. Là aussi, peut-être qu'elle a voulu se défendre. Bien entendu, Johnson est suspect. C'est à lui que le crime profite en premier lieu. D'ailleurs, une femme du nom de Madeleine Brown, qui se présente comme la maîtresse de Johnson, a témoigné en disant qu'elle avait participé la veille de l'assassinat à une soirée avec Johnson, Richard Nixon, donc le candidat malheureux de l'élection de 1960, et John Edgar Hoover, le directeur du FBI. Lors de cette soirée, Johnson lui aurait dit « After tomorrow, those Kennedys will never embarrass me again. That's no threat, that's a promise. » Ce témoignage est tout de même à prendre avec des pincettes. Hoover, le directeur du FBI, avait des fiches sur tout le monde. Il faisait chanter tous les présidents. Ce serait un petit peu inconscient de la part de Johnson de participer à une soirée en présence de Hoover avec sa maîtresse. C'était lui fournir des armes pour le faire chanter par la suite. Par ailleurs, Johnson et Nixon n'étaient pas vraiment les meilleurs amis du monde. Très loin de là. Certains ont soupçonné Jackie Kennedy, la femme du président. Excédée par les infidélités de son mari, elle aurait peut-être voulu y mettre fin. Et se rapprocher du petit frère, Robert. D'ailleurs, effectivement, après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, Jackie et Robert se sont beaucoup rapprochés. Et à ce moment-là, pourquoi ne pas soupçonner Robert aussi ? Il reste un suspect, et non des moindres, les services secrets. 3 semaines avant l'assassinat à Dallas, une tentative d'assassinat est déjouée à Chicago. Le trajet de la voiture suivait une configuration tout à fait comparable à celle de Dallas, et à un moment où la voiture devait tourner à droite puis à gauche, à côté d'une grande esplanade, 3 tireurs étaient prévus pour tirer depuis 3 angles et faire un tir croisé pour abattre le président. La tentative a été déjouée, le président ne s'est pas rendu à Chicago,
Mais les services secrets n'ont pas enquêté très sérieusement. Ils n'ont même pas fait de relevé d'empreintes des 3 personnes qu'ils ont d'ailleurs laissées filer. D'ailleurs, il est temps de revenir au tout début. Si vous vous souvenez, je vous ai dit que les services secrets avaient confisqué tous les documents sur lesquels ils avaient pu mettre la main, sauf le film de Zapruder, dont on a déjà abondamment parlé, et un autre document. Ce document, il s'agit d'une photographie. Sur cette photographie, on voit la voiture qui suit Kennedy, dans laquelle se trouvent des agents des services secrets. On voit clairement un agent, du nom de George Hickey, avec un AM-15 à la main. Cet AM-15 n'existe pas. Normalement, quand on est dans la police, quand on est dans l'armée, quand on est dans les services secrets, quand on prend une arme, on signe le registre pour qu'on sache quelle arme a été utilisée par qui et quand. Cet AM-15 a disparu de tous les registres. Vous venez de voir une arme qui n'existe pas. Pourquoi est-ce si gênant que les services secrets aient une arme? A priori, ils sont là pour protéger le président. Tout simplement à cause de la façon dont la balle fatale a tué le président. Le fusil de Lee Harvey Oswald tire ce qu'on appelle des balles traversantes. Des balles traversantes, comme leur nom l'indique, traversent leur cible. D'ailleurs, la balle magique ou la balle unique en est un très bon exemple. La balle a traversé la gorge de Kennedy, l'épaule de Connally, son poignet puis sa cuisse, et elle est encore pratiquement intacte. C'est une balle traversante. Vous pouvez voir qu'elle s'enfonce très loin dans un gel balistique sans éclater. La balle qui arrive dans la tête de Kennedy ne fait pas du tout ce genre de dommage. Ça ressemble plutôt à ceci. Voilà les dommages créés par ce qu'on appelle une balle à fragmentation. On voit clairement la pastèque reculer vers le point d'impact et éclater de l'autre côté. La tête de Kennedy est propulsée vers l'arrière et vers la gauche. Ça signifie très clairement qu'il a été touché par une balle à fragmentation provenant de l'arrière et éclatant de ce côté-là. Le coup ne pouvait pas venir du grassy knoll. D'ailleurs, dans le film de Zapruder, on voit très bien l'agent Clint Hill qui vient pour essayer de faire rempart entre le président et les coups de feu qu'il a lui-même entendus provenant de derrière lui. Derrière lui, là où se trouvait justement la voiture dans laquelle se trouvait George Hickey. La balle fatale serait donc une boulette des services secrets. En entendant les coups de feu, de l'arrière ou de l'avant, George Hickey saisit la M15, enlève la sécurité et avant de pouvoir répliquer, la voiture accélère, le coup part involontairement et fait éclater la tête de Kennedy. Cette version est la seule qui puisse expliquer le comportement étrange des services secrets après l'assassinat. Non seulement ils ont confisqué et détruit toutes les preuves, non seulement ils ont emmené le corps de force pour l'autopsie à Washington, mais pour cette autopsie, ils ont refusé l'aide des meilleurs médecins légistes du pays. Kennedy a été autopsié par un radiologue dans une salle remplie d'agents qui faisaient pression sur lui. Les radios qu'a fait ce radiologue ont d'ailleurs disparu. Dans cette hypothèse, s'il s'agit bien d'une boulette des services secrets, on ne pouvait pas le dire. Nous sommes en pleine guerre froide. Les États-Unis ne peuvent pas dire au monde entier « on n'a pas besoin de Castro, on est assez nul pour tuer notre président tout seul parce qu'on est incompétent ». C'est tout simplement pas possible. Et dans ce cas-là, on est obligé de cacher ce qui s'est passé. Lee Harvey Oswald était un coupable idéal, très pratique. Mais la nécessité de cacher ce qui s'est passé empêche d'enquêter sérieusement sur le complot de départ. Il y a donc au moins 2 complots dans l'assassinat de Kennedy. Un complot pour tenter de l'assassiner qui n'a pas abouti, et un complot pour masquer l'assassinat involontaire qui lui a abouti. Alors sur le commanditaire de la tentative d'assassinat, je voudrais tout de même ajouter un suspect auquel on ne pense pas souvent. John Fitzgerald Kennedy lui-même. Ce serait un suicide. Je m'explique. On sait aujourd'hui que Kennedy souffrait de la maladie d'Addison. La maladie d'Addison est une maladie dégénérative. Petit à petit, il serait devenu un légume, comme on dit communément. D'ailleurs, il prenait des doses de médicaments extrêmement fortes, des traitements chocs pour lui redonner de la force et de la vigueur,
et c'est en partie ces traitements qui expliquent pourquoi il avait autant de maîtresses. Il avait un trop-plein d'énergie que sa femme ne pouvait pas canaliser à elle seule. Mais les traitements ne le guérissaient pas, ils ne faisaient que masquer les symptômes. Il arrive un moment où les doses augmentent et la maladie progresse quand même. Or, Kennedy était le playboy du monde moderne. Il avait basé toute sa réputation, toute sa gloire sur sa personnalité. Il était jeune, il était fort, c'était un vrai mec. Il s'est donc retrouvé face à un choix. Est-ce qu'il allait devenir un légume aux yeux du monde entier ou partir en pleine gloire et devenir une légende? Pour étayer cette hypothèse, je reprends deux choses. La tentative ratée d'assassinat à Chicago a été déjouée et elle était connue de la presse. Kennedy n'est donc pas allé à Chicago. Pour la tentative de Dallas, il avait été prévenu qu'une tentative d'assassinat pouvait se tramer. Il a choisi d'y aller quand même. D'autre part, quand on regarde de très près le film de Zapruder, on voit que quand Connelly est touché, il cherche à s'allonger dans la voiture pour échapper au tir comme il le peut. Pas Kennedy. Kennedy reste relativement immobile. Alors ça peut aussi, il faut être honnête, être un effet des médicaments qu'il prenait et qu'il rigidifiait peut-être un peu. La conclusion est qu'on ne saura probablement jamais qui a tué Kennedy. La série invraisemblable de coïncidences qu'il a fallu pour arriver à son assassinat est telle que les théories du complot ont encore des beaux jours devant elles. Merci d'être venu. Repassez me voir à l'occasion.